Eh bien, bonjour à tous pour Bonjour. ce webinaire, ce nouveau webinaire du 17 septembre présenté par notre partenaire La Place. Merci à Gurvan Guyot et Thomas Grison de votre présence, d'animer ce webinaire. Nous sommes donc ce 17 septembre, nous sommes très nombreux. Vous avez massivement, vous êtes massivement inscrits, puisque semble-t-il nous serions plus de 200 lors de ce webinaire. C'est que le sujet est de taille, c'est la protection du patrimoine du dirigeant, présenté donc par La Place. Gurvan, vous êtes le directeur du bureau, on va dire, de l'Occitanie-Est, Montpellier et Toulouse. Et puis Thomas, vous êtes le directeur de bureau de l'Occitanie-Ouest, situé à Toulouse. Voilà. C'est ça. Écoutez, il y a un autre petit point qui est important, c'est que nous retrouverons Gurvan et Thomas lors de notre assemblée générale à Narbonne vendredi. Donc, si toutefois vous avez des questions complémentaires par rapport à ce webinaire, n'hésitez pas à les solliciter. Ils seront toute la journée, bien évidemment, avec nous. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous dis à tout à l'heure et puis n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Ils essaieront d'y répondre tout au long de la présentation. Merci messieurs et c'est à vous. Merci Marina. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vois que vous êtes nombreux et nombreux à être connectés. Nous avons 1 heure pour échanger sur un vaste sujet, hein. Donc, l'idée, c'est que, eh bien, on vous amène un petit peu de notre vision des choses sur toutes les thématiques qui sont liées à la protection du patrimoine du dirigeant, et elles sont plutôt vastes. Découpé en 2 grandes parties. Une première partie qui sera présentée par Thomas, donc qui est bien le directeur de Toulouse sur Occitanie Ouest, qui sera essentiellement consacrée au dispositif et au point de vigilance sur tout ce qui est lié à la séparation du chef d'entreprise, mais aussi la séparation professionnelle, donc personnelle et professionnelle. Et une deuxième partie que j'aurai l'honneur de vous présenter, qui sera plus ciblée sur la partie invalidité, incapacité, décès, notamment aussi avec une vision d'un point de vue assurantiel. Voilà, très rapidement, on va vous présenter notre groupe. Thomas, je te laisse dérouler, Oui. s'il te plaît. Donc voilà, le groupe s'appelle le groupe Crystal. Crystal, c'est la holding de tête, voilà, qui regroupe 3 entités. En bas à droite, Quarksio, qui est une entité tout à fait purement digitale, hein, une fintech qu'on a rachetée qui nous accompagne sur le développement de logiciels de mise en réglementation, notamment par rapport à notre statut CIF, hein, conseil d'investissement financier. La holding, donc la filiale, pardon, Zenith, en bas à gauche, vous voyez, qui est notre filiale B2B, tout simplement, qui conceptualise des solutions haut de gamme à destination de nos clients à travers tout un panel de partenaires, puisque nous sommes complètement indépendants, hein, capitalistiquement, d'un point de vue, en tout cas, pas d'assurance, pas de banque au capital. Et nous, la filiale La Place, donc la filiale, on va dire, un petit peu terrain, répartie sur une trentaine d'agences aujourd'hui en France, qui était connue il n'y a pas si longtemps encore sous le nom Expert et Finance, que vous connaissez certainement déjà depuis quelques années, et qui vous accompagne, hein, puisque le modèle n'a pas changé. Notre ADN est toujours le même, hein, c'est juste un nom, sur tout ce qui est conseil en gestion de patrimoine auprès de vos clients, donc à travers des partenariats qu'on met en place avec vous, experts comptables, au sein de vos cabinets. Thomas, une petite chose à rajouter si tu souhaites? Ouais. Oui, 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 bah non, je crois que tu as dit l'essentiel. Effectivement, je rebondirais sur ce que disait Guérin à l'instant, c'est qu'effectivement, notre ADN, notre mode de fonctionnement tous les jours n'a absolument pas changé, fondé sur l'interprofessionnalité depuis plus de 30 ans, sur la technique, sur l'approche globale du dirigeant, civil, juridique, fiscal, social, professionnel, puisqu'il s'agit de ne laisser aucun angle mort et aucun trou dans la raquette pour accompagner efficacement le dirigeant. Voilà. Et on s'inscrit dans un temps long. Moi, ça fait 17 ans que je suis là. Gurvan, un petit peu moins longtemps, mais depuis longtemps. Et comme vous, les métiers du droit et du chiffre, s'inscrire dans un temps long, c'est essentiel vis-à-vis des clients. Très bien. Quelques chiffres Voilà. à présent, donc un peu plus de 30 ans maintenant de savoir-faire, hein, et on est partenaire d'ailleurs de l'ordre depuis cette durée-là. Un petit peu moins de 100 000 clients. À l'atterrissage des chiffres à la fin de l'année, au niveau des équipes, on sera 1000 collaborateurs répartis sur une trentaine d'agences. Et un chiffre qui a son pesant tout de même, qui est important de comprendre, c'est notre encours géré, qui est d'un peu plus de 22 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est un très gros chiffre, hein, ce qui nous positionne dans les premiers au niveau des encours gérés. Et ce chiffre-là, en fait, nous permet tout simplement de négocier différemment
tout ce qui est notamment solutions de placement et d'investissement auprès des différents partenaires, puisque quand on pèse aussi gros, eh bien, on peut négocier et amener notre propre cahier des charges, hein, pour justement que toutes les institutionnels, type grandes banques par exemple, puissent s'y plier. Et donc, c'est comme ça qu'on fait un petit peu la différence aussi sur le marché des solutions d'investissement. Exactement. Au niveau du panel qu'on peut proposer, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille en partenariat avec beaucoup de cabinets d'experts comptables, 550 environ aujourd'hui, eh bien, on travaille souvent soit sur une mission qui est complètement externalisée, on vous propose toutes nos expertises par rapport à votre cabinet, mais certaines aussi d'entre elles, vous pouvez aussi, bien entendu, et vous ne nous avez pas attendu pour les faire vous-même. Et donc, l'idée, c'est de travailler un petit peu à la carte entre une totale externalisation dans un partenariat ou en semi-externalisation, puisque tous nos services sont à vos dispositions, à commencer par l'ingénierie patrimoniale. L'ingénierie patrimoniale, donc pilotée par 2 avocats fiscalistes, chez nous une vingtaine d'ingénieurs pour animer et vous présenter différents montages au niveau propositions par rapport au désir ou on va dire ce que vous pouvez détecter par rapport à vos clients. On a une filiale un peu spécifique pour l'accompagnement des sportifs professionnels, si vous en avez, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a depuis peu racheté la Tutélaire, qui est un organisme qui permet on va dire, d'accompagner spécifiquement les majeurs protégés. Et là aussi, des fois, il y a des sujets. Donc là, pour le coup, on a une vraie expertise là-dessus. Une mobilité internationale dans le sens où on a toute une filiale avec des mandataires qui travaillent un petit peu partout sur la planète pour accompagner les expatriés. Donc, il y a des questions d'expatriation. Ici, on est dans le sud. Par exemple, ceux qui souhaitent faire des passerelles avec l'Espagne, on a un beau bureau à Barcelone qui permet justement d'accompagner et notamment d'être beaucoup plus précis en matière de fiscalité et de mobilité. Un multifamily office pour la gestion des grandes fortunes qui est basé sur Paris. Tout un organisme qui est lié à la protection sociale, ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Donc là, pour le coup, on a des spécialistes dans chaque région qui accompagnent aussi vos clients sur toute la partie protection sociale. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, à travers notre filiale Zenith B2B, où on peut donc conceptualiser et mettre en place et proposer tout type de solutions d'investissement, qui soient financiers, qui soient liés au non-coté, donc le monde du private equity. On est aussi très spécialisé sur la trésorerie d'entreprise, c'est un vrai sujet aussi qu'on peut vous amener. Et bien sûr, tous les dispositifs qui sont liés au caractère immobilier. Voilà. On va passer maintenant à notre présentation. Allez, on y va. Voilà. Donc, comme le disait Gurvan tout à l'heure, il y a deux pavés, hein. Le pavé lié à des événements de la vie, séparation personnelle et conflits ou difficultés entre associés ou actionnaires sur le volet professionnel. Point d'attention et point de vigilance et quelles solutions envisager. Et puis le volet lié au risque lourd que nous connaissons tous, l'incapacité, l'invalidité et le décès. Et donc comment anticiper, comment faire évoluer les choses. Gurvan le disait tout à l'heure, la matière est extrêmement vaste puisqu'elle est aux confins du civil, du social, du juridique, du fiscal, et que donc on n'a pas la prétention et l'ambition en une toute petite heure de balayer l'ensemble des sujets. On va faire quelques focus, mettre en avant des points de vigilance, des points d'attention, et puis naturellement derrière c'est nos échanges en face à face, nos échanges que nous aurons et on l'espère en aval, qui permettront d'approfondir et de creuser les choses, sachant que chaque situation est spécifique et particulière d'un client à un autre, d'un dirigeant à un autre. Alors, on vient de l'évoquer, plusieurs scénarios sur lesquels on va se pencher, mais que j'ai déjà évoqué à l'instant. On va dire que les événements dont on vient de parler peuvent avoir finalement des triples conséquences concomitantes et malheureusement simultanées sur lesquelles il faut se pencher de manière anticipée. Les conséquences sur le plan juridique et politique, c'est en fonction des événements de la vie que vous voyez au-dessus, comment assure-t-on et quelle incidence sur les droits politiques, donc les droits de vote, sur les droits financiers, sur les pouvoirs de gestion. Conséquences sur le plan économique, c'est comment assurer la pérennité, la continuité de l'entreprise, parce qu'un homme clé ou une femme clé peut avoir un impact très défavorable sur la continuité de l'entreprise. On le sait, nos clients, qui sont vos clients,
ce sont très essentiellement des DOP, des dirigeants opérationnels possédants, qui sont très souvent des créateurs d'entreprise et qui ont donc un rôle majeur sur l'efficacité, la performance et la pérennité de l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet, ce deuxième plan. Et puis le troisième, c'est un décès, une incapacité, un divorce, forcément a des conséquences sur le plan patrimonial. Pourquoi on a mis ce troisième pavé? C'est surtout pour mettre en exergue le fait que l'accompagnement du dirigeant ne fait pas sens, en tout cas n'aura pas sa pleine efficacité, si on ne traite pas de concert le patrimoine privé et professionnel. Ils sont consubstantiels tous les deux, ils sont liés, il y a des flux entre les deux, c'est la valeur globale du patrimoine qui entre en jeu, et que donc un traitement du dirigeant uniquement sur le volet professionnel perdra de son efficacité si on n'envisage pas et si on n'approche pas également le volet personnel privé, les régimes matrimoniaux, la protection du groupe familial, du conjoint ou du compagnon. Voilà. Donc voilà finalement les trois défis qui se présentent et les trois problématiques qui peuvent se présenter en fonction des événements de la vie dont on vient de parler à l'instant. Alors on a mis ce visuel parce que j'évoquais à l'instant le champ des possibles en matière de solutions ou de pistes de réflexion est extrêmement large. On a mis quelques exemples à gauche qui sont aux confins du social, du civil, du professionnel, l'aménagement des régimes matrimoniaux, les pactes d'associés, les actions de préférence, les assurances croisées, les assurances hommes clés, tout ce sur quoi on peut, nous, être force de proposition. On a le plaisir depuis travailler tant d'années, et ce plaisir, il est lié au fait qu'on touche à l'ensemble de ces sujets, mais évidemment, on ne sait pas tout, naturellement, et c'est finalement la complémentarité et les synergies avec nos partenaires que nous côtoyons tous les jours, vous en particulier bien sûr, mais également notaires et avocats. Finalement, l'idée étant de créer un pool conseil auprès du dirigeant sous forme de guichet unique, en réalité, avec la transparence qu'il faut, la fluidité qu'il faut, sans zone de collusion entre nous. Et c'est finalement le partage ensemble, la validation des stratégies sans la présence du client qui apportera sa pleine efficacité. Et autant vous dire que quand autour de la table, il y a l'expert comptable, le conseiller, le notaire et ou l'avocat, le client exprime sa satisfaction. Puis quelque part, c'est un autocontrôle de chacun d'entre nous, puisque le client sait qu'on n'a pas d'intérêt particulier, si ce n'est l'intérêt d'assurer ma foi, l'accompagnement le plus efficient pour le client. Vous voyez que la matière est vraiment très large et du coup passionnante en réalité. Donc les outils de protection, on va s'arrêter sur ce visuel plus particulièrement parce qu'il est, ma foi, commenter ce que je viens de dire à l'instant. Donc là, on est parti sur un cas de figure, ma foi, très, très simple. Monsieur et Madame mariés sous le régime de la communauté et l'intégralité des titres appartenaient à Madame. On est donc là dans le cas de figure d'une séparation personnelle, donc d'un divorce, avec les incidences successives. La première, c'est la potentielle revendication de la qualité d'associé par le conjoint. Donc déjà, précision, là on parle bien d'associé, pas d'actionnaire, donc associé d'une société, d'une SARL ou d'une SC ou d'une SCI, puisqu'en matière d'actionnariat, de société par action, la revendication de la qualité d'actionnaire n'est pas possible. Séparation de biens, c'est le titre d'acquisition, le titre qui fixe la propriété, alors qu'en matière de régime communautaire et en matière de part sociale, la revendication est possible. Alors la revendication est possible au moment de la séparation, si naturellement le conjoint qui n'est pas associé n'a pas renoncé à sa qualité d'associé au moment de l'apport de fonds communs. S'il a renoncé dès le départ, il ne pourra pas la revendiquer. Par précaution, l'idée c'est plutôt de faire renoncer ou on va dire de faire insérer dans les statuts une clause d'agrément qui sera opposable au conjoint revendiquant cette qualité. Pour autant, c'est pas parce que le conjoint pour lequel il y a eu un divorce et qui n'était pas associé ne peut pas l'être, qu'il n'y a pas un vrai sujet de savoir comment racheter les parts sociales ou les actions en l'occurrence,
et à quel prix? Puisqu'encore une fois, en tout cas en matière de régime communautaire, si ça a été apporté avec des fonds communs, les parts sociales, les droits sociaux sont communs, sont civilement communs. Et là, il y a un vrai sujet vis-à-vis duquel il s'agit d'anticiper, puisque finalement, comment je fais pour racheter les parts du conjoint non associé pour lequel il y a un divorce? On peut avoir, premier scénario possible, une réduction de capital, et le cas échéant faire porter une dette supplémentaire par l'entreprise qui n'est pas forcément soutenable, ou alors on peut avoir la chance d'avoir une trésorerie excédentaire bien au-delà du BFR qui permettrait de faire cette réduction de capital, mais on peut être obligé de faire porter une dette et c'est pas forcément si facile. On peut avoir la rentrée d'un fonds, ce qui peut arriver. On peut avoir aussi un minoritaire qui va prendre une participation plus importante et où on peut avoir aussi le fait que le conjoint qui reste associé ait des actifs personnels lui permettant de racheter les titres du conjoint divorcé. Le sujet étant ensuite quelle valorisation, ça on y viendra tout à l'heure, s'agissant des pactes d'associés notamment, où on peut déterminer, alors évidemment quand je dis pacte d'associés, où on peut déterminer des méthodes d'évaluation de l'entreprise selon des formules de calcul qui seront validées par tout le monde. Sur le plan économique, naturellement, on l'a évoqué tout à l'heure, le divorce peut vraiment créer de la secousse pour l'entreprise. D'abord, parce qu'il est vraiment pas rare que les clients et vos clients que nous accompagnons ensemble, ce soit monsieur et madame qui soient aux manettes, avec chacun une complémentarité, avec un travail de concert, et que la divorce peut occasionner le fait que l'un des ex-conjoints quitte le navire et du coup rende plus compliqué l'efficience et l'efficacité de la gestion de l'entreprise. Ça, c'est un vrai sujet. Quand bien même on peut avoir dans certains cas de figure des personnes divorcées mais qui continuent à travailler dans la même entreprise. Moi, on l'a déjà rencontré. Et puis on a lors d'un divorce des besoins budgétaires augmentés liés à la potentielle prestation compensatoire, ma foi, les pensions alimentaires. On peut avoir la nécessité de racheter une résidence principale, par exemple, sans pour autant qu'en face, on ait pu préserver la rémunération ou l'augmenter, puisqu'encore une fois, compte tenu de la secousse que ça provoque, et que peut-être que monsieur, madame étaient des hommes et des femmes clés dans l'entreprise et que l'un s'en va, eh bien, ma foi, à la fois d'un côté, on a un besoin budgétaire augmenté, et de l'autre, peut-être une impossibilité d'augmenter la rémunération, voire que la rémunération doivent être baissées pour assurer la transition et la pérennité de l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai élément de complexité en réalité dans les scénarios qu'on a évoqués. Et puis ma foi, sur le plan patrimonial, on vient de l'évoquer tout à l'heure, trouver un accord sur la valorisation de la société, c'est quand même un point clé que l'on rencontre. Donc, bref, le sujet de la séparation et du divorce, on a quand même un mariage sur deux qui, hélas, se termine en divorce. Donc, c'est tout sauf anecdotique, c'est tout sauf marginal, et qu'on touche du doigt là déjà les incidences qu'une séparation peut avoir si on n'anticipe pas les choses, tout simplement. Même si on ne peut pas tout anticiper, hein, en réalité. Gurvan, tu interviens si tu as envie de compléter, hein, bien sûr. Hein. Bon, juste un petit mot pour dire que dans Ouais. votre interface, vous avez la possibilité de poser quelques questions. Donc, on se fera plaisir d'y répondre si c'est possible aujourd'hui, suivant le type de questions. Encore une fois, on sera aussi à Narbonne pour échanger sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous voir sur notre stand vendredi prochain. Merci. Exactement, exactement. Et vous voyez que dans tous ces sujets-là, on est aux confins du droit de la famille, des aspects civilistes, de la méticulosité de la rédaction des statuts, ma foi, de la montée en puissance peut-être progressive des hommes et des femmes clés de l'entreprise,
du DAF, du directeur commercial. Comment je fais pour le fidéliser? Est-ce que j'ai constitué une holding animatrice en faisant remonter les hommes clés, en mettant de l'épargne salariale spécifique là-haut? On touche au fait, c'est comment je désensibilise l'entreprise et qu'elle ne soit pas totalement ou trop dépendante de trop peu de personnes. Et en l'espèce, des fondateurs ou du fondateur du couple qui sont nos clients. C'est aussi notre boulot d'essayer d'identifier les zones de fragilité, les zones de vulnérabilité et de peut-être de construire les ingrédients de la pérennité qui passent notamment par la montée en puissance d'autres hommes clés qu'on va associer, qu'on va faire monter en puissance au capital, etc. Alors le mariage, ma foi, alors quelques points d'attention. Déjà, le mariage, c'est le régime choisi est naturellement évolutif, comme vous le savez. On peut partir d'un régime séparatiste et aboutir plus tard à un régime de communauté légale, de communauté universelle, ou adjoindre un régime séparatiste qu'on appelle une société d'acquêt, c'est-à-dire de communautariser une partie des actifs dans le cadre du régime séparatiste. Pourquoi? Parce que on est souvent dans un cycle où au départ, on sera plutôt dans un régime de séparation de biens pour deux raisons. Souvent, la création de l'entreprise se fait relativement jeune et finalement, elle est parfois plutôt dans les quelques années qui suivent le mariage. L'idée en termes de séparation, c'est d'assurer la protection du patrimoine de celui qui l'a créé en cas de séparation, notamment. Et deuxième raison, c'est en cas malheureusement d'une situation tendue pour l'entreprise ou en tout cas même de précarité avec une procédure collective conduisant à potentiellement une insuffisance d'actifs. Insuffisance d'actifs étant liée à une faute de gestion et comme vous le savez, si on fait le lien entre une faute de gestion et une insuffisance d'actifs, on peut avoir une action complètement passive sur le patrimoine personnel. Et là, parfois, on a déjà vu, et c'est quand même là pour le coup être très vigilant là-dessus, d'éviter ce que moi j'ai déjà rencontré, à savoir que le conjoint non associé ou actionnaire de l'entreprise, que les titres, que les actifs personnels achetés le soient quasiment à son seul nom, afin de bien dissocier les deux patrimoines au cas où l'entreprise mangerait à la grenouille, ce qui est évidemment surtout pas à faire, puisqu'en régime séparatiste, lorsqu'on a divorce, c'est le titre d'acquisition qui fixe la propriété, c'est le titre d'acquisition qui fixe la propriété, donc si sur l'acte notarié, l'appartement acheté ou la maison achetée est au seul nom d'une personne, elle sera au seul nom de la personne, quand bien même le financement soit porté par les deux. On peut avoir des créances potentielles sur résidence principale, ça n'existe pas. Donc grande vigilance là-dessus, et autant dire que les procédures collectives avec faute de gestion provoquant l'insuffisance d'actifs, c'est quand même très rare. Par contre, le divorce, c'est une fois sur deux. Donc, vigilance par rapport pas aux idées reçues, mais en fait aux réflexes qu'on peut avoir. Et donc, encore une fois, c'est la personnalisation de la stratégie, l'individualisation, chaque cas étant spécifique. S'agissant du PAX, il y a un point important, c'est qu'on l'a mis en exergue. Les compagnons paxés, il y en a beaucoup des compagnons paxés. On a deux temps. On a le temps des PAX signés avant 2007, où la vigilance, c'était une présomption d'indivision. Et c'était même, ça collait en réalité, le PAX de l'époque, ça collait avec le régime légal. Le régime légal de la communauté, vous avez une présomption de communauté. En régime, pour les compagnons paxés, il y avait une présomption d'indivision. On a eu un exemple, moi j'ai eu un exemple récent avec un client cardiologue qui avait acheté les parts d'une SCP, qui avait donc son PAX était antérieur à 2007, et dans le pacte, l'acte d'acquisition des parts de SCP, il n'avait pas mis que c'était un achat à titre exclusif, qu'il l'achetait à son seul nom, et donc de sorte qu'en réalité, les parts sont indivises. Pour les PAX postérieurs à 2007, on est sous le régime de la séparation de biens, en tout cas en mode de détention. Donc, on revient à ce que j'ai dit, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on parlait d'évolution du régime matrimonial, on a aussi le fait de faire évoluer potentiellement ce régime matrimonial
fréquemment, lorsqu'on prend de l'âge, on est plutôt dans une logique de transmission, de donation notamment, et que si le patrimoine est trop déséquilibré matrimonialement parlant, il peut être pertinent de le communautariser pour avoir des droits de donation moins élevés, parce que si on donne un même bien, on profite des abattements chacun, des abattements de 100 000 euros par parent et par enfant, alors que s'il n'y en a qu'un seul qui donne, il n'y aura que l'abattement de 100 000 euros. Et également, lorsqu'on est dans une stratégie, dans une trajectoire de cession de l'entreprise, il est très fréquent que nous mettions en place en amont des stratégies qui aussi portent sur l'aménagement du régime matrimonial pour qu'il y ait notamment des donations avant cession avec des parts ou des actions devenues communes. Ça, je l'ai déjà évoqué. Je voudrais faire un zoom en réalité sur deux choses. Là, je bascule sur la séparation professionnelle avec deux outils qui sont pas forcément utilisés systématiquement, en tout cas parfois rarement, à savoir les pactes d'associés et les actions de préférence. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus, en l'occurrence pour commencer sur le pacte d'associés. Encore une fois, donc, qui peut être du coup un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires en réalité, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, qui est donc un contrat de droit privé, qui est donc extra-statutaire, donc qui présente les vertus déjà d'offrir une totale, une grande confidentialité, qui peut être cantonnée ou limitée à quelques associés, dont la liberté de rédaction est très forte, mais encore une fois, dans la limite, comme c'est indiqué, dans la limite des statuts et de l'ordre public sociétaire. Dans les statuts, par exemple, on met en avant les droits sur les droits sur les titres démembrés, par exemple. On met en avant les pouvoirs de gérance et par rapport à l'objet social notamment. Donc ça, et l'ordre public sociétaire, mais ça vous le savez comme moi, l'ordre public sociétaire, c'est tout simplement de respecter ce qu'on appelle des choses d'ordre public. L'ordre public en droit civil, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger. On ne peut pas y déroger, c'est d'ordre public. L'ordre public sociétaire, c'est par exemple qu'on ne peut pas attribuer tous les pouvoirs financiers à un seul associé. Ça, c'est ce qu'on appelle une clause léonine. Ou par exemple, on ne peut pas déroger au fait que lorsqu'on est dans une société à responsabilité limitée, on puisse faire en sorte qu'un associé se retrouve à avoir une responsabilité illimitée. Elle ne peut l'être qu'à hauteur de ses apports. Donc, le volet des pactes d'actionnaires, c'est... Alors, il y a quand même vraiment un sujet et un point très important sur lequel je voudrais m'arrêter parce que on vit en France quelque chose d'un peu schizophrène, à savoir que ça s'est amélioré depuis 2016, mais on a finalement quelque part une extrême sophistication des pactes d'associés ou des pactes d'actionnaires, pardon, et finalement un aspect rudimentaire quelque part que le droit offre pour qu'il y ait une bonne exécution de ce pacte d'associés, si tant est qu'un des associés veuille à un moment donné ne pas respecter ou ne pas appliquer des clauses du pacte d'associés ou du pacte d'actionnaires. Et en réalité, pendant longtemps, en fait, la notion, comment dire, on a depuis longtemps une défaveur traditionnelle en fait du droit français des obligations pour l'exécution forcée d'une obligation. Et depuis 2016, comment dire, la force obligatoire des pactes d'associés s'est améliorée, que jusqu'à présent, ça se limitait à des dommages et intérêts. Aujourd'hui, l'exécution forcée, elle peut porter sur une obligation en nature. Par exemple, sur les titres de la société, on ne peut plus dire, bah écoute, tu as vendu à un tiers sans que ça soit autorisé, tu vas juste compenser les choses sous forme de dommages et intérêts. Donc la force obligatoire, elle s'est quand même fortement améliorée. C'est vrai, mais pour autant, elle n'est pas parfaite, puisqu'il y a un certain nombre de cas de figure où l'exécution forcée, elle est compliquée à obtenir. Par exemple, vous avez le cas de figure où
un des associés vend à un tiers, alors qu'il y avait un droit de préemption des associés en place, et que dans ce cas de figure-là, sauf à prouver qu'il y avait une collusion entre le tiers et l'associé ou l'actionnaire qui vendait, le tiers est présumé être de bonne foi, en réalité. Donc, on ne peut pas lui opposer le pacte d'associés, en réalité. Et donc, on a un vrai sujet, une vraie problématique, en réalité, derrière, avec un tiers qui rentre sans qu'on l'ait souhaité. Donc, pour autant, vous l'avez compris, les choses se sont améliorées, se sont musclées en termes d'exécution forcée accordée aux créanciers après une mise en demeure, hein, et que si l'associé ou l'actionnaire signataire du pacte associé ne le respecte pas, il s'agira d'aller devant le juge du tribunal de commerce pour demander l'exécution forcée. Donc le pacte d'associés, c'est un très bel outil sur le papier, pas que sur le papier, bien sûr, mais quand même point de vigilance sur ses limites en réalité, même si elles sont améliorées depuis 2016. Alors, on peut envisager que dans le pacte d'associés lui-même soit mentionné l'exécution forcée en cas de non-respect. Donc là, pour le coup, un pacte d'associés, sa rédaction doit être d'une extrême méticulosité. Pour lequel, là, il faut agréger toutes les compétences. Nous, dans notre structure d'ingénierie patrimoniale dont parlait Gurvan, l'une des avocates est vraiment très pointue sur le sujet. Moi, je ne le suis pas au point. On peut donner des éléments d'information et identifier ce qu'il devrait y avoir dans le pacte d'associés, mais quant à sa rédaction, là, pour le coup, c'est un vrai boulot d'orfèvre et de dentelle, comme de l'horlogerie suisse, pour aboutir à quelque chose de bien bordé, qui anticipe l'ensemble des choses. Alors, vous voyez, j'ai mis en avant là quelques éléments de clauses qui peuvent être insérés dans un pacte d'associés. On évoquait ça tout à l'heure, une clause de détermination du prix de cession, donc méthode d'évaluation des titres fixés. Ça, franchement, c'est une clause extrêmement fréquemment mise en place, notamment. La clause d'entraînement pour l'associé minoritaire à droite, extrêmement fréquente également, parce que quand il s'agit d'anticiper une potentielle cession demain, il ne s'agit pas qu'un minoritaire dise « moi je ne vends pas ». Quand un acheteur tiers souhaite se positionner sur une personne morale, il est bien rare qu'il ne veuille pas acheter l'intégralité des titres de l'entreprise visée. Les clauses d'exclusion, les clauses de rachat forcé, naturellement, les clauses de retrait, les clauses d'inaliénabilité sont des clauses qui sont insérées régulièrement. Alors, la conversion des actions de préférence, on va le voir après, sur les droits politiques de l'associé défunt en actions ordinaires. Cette phrase peut paraître ma foi, très lourde. J'ai eu un dossier récent où en réalité, il y avait deux associés à 50-50 de la société d'exploitation et des SCI, et que les associés souhaitaient qu'au prédécès de l'un des associés, l'associé survivant conserve la majorité des droits de vote et donc des droits politiques vis-à-vis des ayants droit, de l'associé défunt. Et quelque part, on peut tout à fait au départ mettre en place des actions de préférence avec des droits de vote doubles, mais qui tomberont au moment du décès de l'associé défunt, et les droits de vote doubles associés au titre de l'associé défunt peuvent redevenir des actions ordinaires. C'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, parce qu'encore une fois, quand je disais qu'on a parfois dans la boîte à outils énormément de pistes et de solutions envisageables, en réalité, en effet, elles sont très nombreuses. Il y en a beaucoup que je n'ai pas évoquées, hein, que Gurvan, tu vas probablement en parler sur beaucoup d'autres sujets assurantiels, mais en réalité, Gurvan va largement compléter tout ce que je suis en train de dire. Franchement, beaucoup d'éléments d'anticipation peuvent être mis en place sans que c'est du tout des coûts exorbitants en réalité, pourvu que ça soit évidemment adapté à chacun des cas de figure. Autre volet sur lequel on voulait se pencher avec vous, c'est les actions de préférence. Alors sur les actions de préférence,
sur le papier, ce sont des actions de préférence qui peuvent être mises en place. Alors, uniquement, enfin, on l'a plutôt mis essentiellement dans les sociétés par action, SAS, SA, SCA, mais pas complètement, puisque dans les SARL, autant vous savez qu'on ne peut pas attribuer plus de droits de vote, de droits politiques à un associé que du nombre de parts qu'il détient. Donc il y a une totale proportionnalité entre le nombre de parts qu'il détient et ses droits de vote. Par contre, on peut améliorer, ou en tout cas oui, on peut améliorer et donner davantage de droits financiers à un associé d'une SARL sur une durée donnée. Donc quelque part, ça s'assimile à des droits, à des parts sociales de préférence. Bon, après, si on veut aller, comme je l'ai mis en dessous, lorsqu'on veut avoir des schémas beaucoup plus complexes pour des raisons diverses, transformer la société en SAS peut faire sens, même si on sait tous que transformer en SAS, ça n'a pas du tout que des avantages. On passe de TNS 62 à quasi-salarié avec 2 fois plus de cotisations sociales, notamment. Donc, encore une fois, il y a toujours des contreparties. Il s'agit de peser le pour et le contre. Point d'attention extrêmement important, et qu'à titre personnel, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça fait 17 ans que je suis là, et ce qui est génial dans nos métiers, à tous, à toutes, c'est que il n'y a pas un jour où on n'apprenne pas quelque chose, et que s'agissant des parts de SCI, il est possible, là, d'attribuer des droits de vote doubles, ou multiples. Et le dossier dont je vous parlais tout à l'heure, qui était à 50-50, le fait de transformer et que les droits de vote double basculent en droits de vote simple pour l'associé décédé, ça valait à la fois pour leur société d'exploitation, mais ça valait aussi pour les parts de SCI qu'ils détenaient également en 50-50. Donc, vous l'avez compris, hein, on a d'un côté pour la SARL, alors c'est pas complètement aberrant, puisque pour les SARL, c'est le code du commerce, pour les SCI, c'est le droit civil, hein, c'est le code civil. Donc c'est pas régi par les mêmes règles pour partie, bien sûr, même pas du tout d'ailleurs, que ce soit sur la responsabilité limitée et conjointe, la responsabilité limitée, les droits politiques potentiellement plus importants, etc. Il faut que les raisons de préférence, comme c'est indiqué à droite, doivent être définies dans les statuts au moment de la création de l'entreprise ou en cours de vie de la société. Alors, on l'a déjà évoqué, mais pourquoi utiliser des actions de préférence, hein, selon la situation, les besoins des associés, possibilité de réduire ou d'augmenter certaines prérogatives. C'est vrai que notamment dans les groupes familiaux, vous avez un des enfants qui est aux manettes, qui cravache, et que d'autres enfants sont potentiellement, pour des raisons historiques, actionnaires ou associés, et que naturellement, eh ben, on peut être amené à faire en sorte que celui qui est aux manettes bénéficie de droits financiers sensiblement plus importants que les associés familiaux dormants, passifs. Ça, c'est un cas de figure parmi tant d'autres, notamment. Donc, action de préférence modifiant le droit de vote, on en a en partie parlé. Droit de vote multiple. Donc, le droit de vote double existe depuis la loi Florange de 2014. Les droits de vote multiples pour l'essentiel des formes juridiques, ça date de la loi PAC de 2019. Enfin, bref, vous l'avez compris, maintenant, on peut pas nacher entre les droits de vote multiples et les droits de vote double. On a encore plus de solutions dans notre escarcelle. Des actions de préférence sans droit de vote, ok, bah ça c'est tout à fait possible. Prenons l'exemple même pour les droits sociaux démembrés, il est tout à fait possible d'indiquer que le nul propriétaire n'aura aucun droit politique. La seule obligation, c'est qu'il soit convoqué aux assemblées, l'usufruitier pouvant décider l'intégralité des décisions, ou quasiment l'intégralité des décisions en termes de pouvoir de gestion. Action de préférence, il y a un sujet, c'est marqué à droite. La seule exigence légale étant de prévoir un délai ou une durée déterminée, déterminable, l'aménagement du droit de vote. Précision importante, les actions de préférence, elles sont attachées
au titre et non pas à l'actionnaire. Donc j'ai envie de dire que l'échéance maximum de l'action de préférence, bah, c'est le décès de l'associé ou de l'actionnaire. Encore une fois, ces droits liés à l'action sont liés à l'action elle-même et non pas à la personne qui en est détentrice à l'instant T. Et puis, deuxième point, donc les actions de préférence modifiant les droits pécuniaires. Alors, je pense, alors ça c'est important, notamment là, regardez, donc en haut à gauche, droit privilégié sur les distributions de réserve ou les primes. Et c'est important en matière lorsqu'on a des droits démembrés. C'est assez fréquent lorsqu'on a, par exemple, enfin, on se retrouve dans des situations de cession d'entreprise on a donné avant cession, on a donné en nue propriété avec réserve d'usufruit, qu'on avait une structure au-dessus qui détenait 100% des titres de participation, que la vente des TP se fait, que le cash est encapsulé dans une structure à l'IS et que pour partie dans le cadre de la stratégie de reconstitution du budget, de protection sociale aval à la cession, de diversification, de maîtrise de l'IFI, etc., on soit amené à devoir exfiltrer une partie du fruit de la cession de la personne morale à l'IS. Et que lorsque les parents ont donné avant la cession, il faut souvent s'assurer que les parents usufruitiers puissent jouir de cette distribution par prélèvement sur la réserve. Parce qu'en réalité, l'usufruitier, si aucune convention n'est établie, a des droits sur le résultat, mais sauf mention contraire, les réserves appartiennent au nu propriétaire, sauf mention. Donc on peut tout à fait indiquer dans l'acte de donation ou ensuite dans les statuts que en cas de distribution par prélèvement sur la réserve, la distribution reviendra aux usufruitiers, mais là sous forme de quasi-usufruit, c'est-à-dire que les parents récupèrent l'argent, mais en contrepartie, les enfants bénéficient de ce qu'on appelle une créance de restitution à hauteur de la somme distribuée. Donc, ils ne sont pas lésés. Les parents, d'un côté, jouissent et perçoivent finalement le fruit de la cession en ayant donné préalablement, mais conservent la primeur de pouvoir disposer des capitaux. Les enfants, eux, bénéficiant d'une créance de restitution, ce qui veut dire qu'au moment du décès de l'un et puis de l'autre des parents, ils auront une minoration structurelle des droits de succession, puisque la créance de restitution, c'est donc une dette qu'a le conjoint, et les dettes sont au passif de la succession. Voilà. Donc, le démembrement, ça c'est un sujet très vaste également, dont on aura l'occasion de parler incontestablement si on se revoit, puisque le démembrement peut recouvrir beaucoup de cas de figure, le quasi-usufruit, le partage du prix de vente, la subrogation. Je vais m'arrêter là, parce qu'encore une fois, le défi de tenir une heure, il est 43, donc je vais très très vite laisser la main et Gurvan, je te prie de m'excuser. Peut-être que ça durera quand même 10 minutes de plus. Oui, oh, enfin là, Désolé, Gurvan. on devrait tenir. Merci, merci Thomas. Ce qui est important, effectivement, c'est bon, déjà que vous avez vu le sujet est très vaste, que là, on est là pour un petit peu balayer toutes les possibilités, les dispositifs que nous avons détectés au sein de ces aléas liés donc à la séparation personnelle et professionnelle, mais aussi effectivement à tout ce qui est incapacité, invalidité, décès, qui sont aussi des situations à anticiper. Je crois que c'est le bon mot, hein, Thomas. Le maître mot dans tout ça, c'est que de toute façon, chaque cas est complètement particulier. Donc, il faut évidemment s'adapter suivant chaque situation de chef d'entreprise et de structure et anticiper. Hein, on essaye, en tout cas, de faire un maximum pour anticiper ces situations-là parce que, ben, vous le savez, vous l'avez certainement forcément vécu dans vos carrières, mais quand c'est trop tard, ben, c'est là que les problèmes commencent. Et souvent, ben, c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Et on a les mots aujourd'hui, on a une pédagogie, une philosophie pour vraiment amener à vos clients toutes ces réflexions autour de ces aléas qui ne sont pas très agréables quand on les évoque. Et puis finalement, ben, les mettre dans un mode sérénité qui fait que ben oui, ben maintenant que j'ai mis un peu toutes les dispositions et qu'on a anticipé un maximum de scénarios, on soit serein pour la suite. On va avancer un petit peu. Donc là, cette partie incapacité, invalidité des décès, il va y avoir un petit côté redondant sur la partie juridique. Donc je vais essayer d'avancer. Ouais, mais... On va. Oui, Ouais, Thomas, vas-y, pardon. N'hésite pas à intervenir. tu me dis, j'avance?
Oui, voilà. Donc sur la partie juridique, donc les modes d'union, donc on vient d'en parler, on va reprendre deux, trois points dessus. Mandat l'aménagement statutaire. Thomas, on a pas mal parlé, le pacte d'associés aussi, hein, on va voir. Là va apparaître la notion de mandat de protection, un mandat à effet posthume, et un petit mot sur le pacte Dutreil pour la partie juridique, parce que derrière, il y a encore un autre volet sur la partie assurantielle qui est très concret aussi et qui Ah oui, permet de détecter peut-être les premières missions pour développer après toutes ces thématiques. D'accord? Donc au niveau des modes d'union, bah, ils n'ont pas changé, bien évidemment. La seule, la seule vision un petit peu différente, voilà, sur ces modes d'union, c'est que cette fois-ci, quand on parle notamment de décès, arrive la notion d'usufruit. L'usufruit, ben, il est automatiquement lancé à partir du moment où on est marié aujourd'hui en cas de décès d'un des deux conjoints. Et effectivement, on revient sur ces notions d'usufruit d'une propriété que Thomas nous évoquait il y a quelques minutes, qui sont primordiales pour un petit peu anticiper les choses, notamment par rapport à la continuité sur le fonctionnement d'une entreprise. ouais. Donc, le contrat de mariage, il est vraiment très très important. Thomas, un peu Oui, comme moi, je- on a régulièrement eu des sujets où des fois il faut savoir aménager peut-être aussi en cours de vie, suivant les projets des uns et des autres, puisque on peut se marier salarié et puis être chef d'entreprise quelques années après, ça t'est déjà arrivé, j'imagine, Thomas. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que ce qui est écrit là en complément de il y a donc quelques éléments différents de ce que j'ai présenté, de rappeler que le Pax plus testament, c'est pas comme le mariage, hein. Ok, puisque vous savez que les compagnons paxés ne sont pas héritiers, légalement parlant, sauf si un testament est mis en place, mais le testament n'est limité qu'à la quotité disponible. Alors que quand on est marié, on a par exemple usufruit de la totalité de la succession. Donc ne pas faire le lien entre mariage d'un côté et Pax plus testament, c'est pas les mêmes incidences. Tout à fait, ça c'est vraiment un point important. Voilà du concret, hein, clairement, par rapport à tous vos clients sont forcément dans ces situations-là, sauf pour les célibataires, mais vous savez, les situations évoluent très rapidement. Point suivant, hein, donc bien identifié, on vient de le dire, donc toute la partie contrat de mariage ou Pax, etc., testament, donc ça c'est vraiment la base. Nous, on l'inclut systématiquement de toute façon dans nos audits, quels qu'ils soient dès qu'on rencontre vos clients. Euh, donc un petit mot donc sur le mandat à protection de protection future. Donc là encore une fois, on, on décide, on essaie d'anticiper effectivement qui va me représenter le jour où je pourrai plus gérer, où j'aurai plus la capacité de gérer ma structure, tous les actes de la vie. Et ce genre de choses, il se fait quasiment tout le temps, peut-être 95% des situations. À l'oral, c'est juste, alors ben voilà, s'il m'arrive ceci, je discute avec l'un, je discute avec l'autre, alors qu'on peut tout à fait mettre en forme pour privilégier donc un tiers de confiance, si vous voulez, qui va pouvoir maîtriser un petit peu eh bien l'ensemble et accompagner notamment le cercle familial, parce que c'est souvent là que ça se joue. Hein, un chef d'entreprise peut être complètement isolé avec ses associés d'un point de vue professionnel et avoir tout son environnement familial qui, de fait, si demain lui-même disparaît, va se retrouver un peu propulsé et intégré dans la structure. Voilà. Donc j'en reviens avec tous les dispositifs que Thomas a évoqués tout à l'heure. Il y en a plein. Le mandat de protection future, donc, qui permet donc de définir un petit peu les règles d'accompagnement au cas où le chef d'entreprise ne peut plus pourvoir seul à la gestion ou décède. Et dans le cas de décès, vous avez donc c'est la page suivante, hein, Thomas, je vois Ouais. le compteur qui tourne, excuse-moi. Oui, Et il oui, y a le je mandat à m'avance. effet posthume. Donc, Pardon. tous les mandats de protection, hein, d'accord, mandat de protection future, mandat à effet posthume, d'accord. Le pacte du travail qu'on va évoquer tout à l'heure sont plein de solutions et de possibilités qui permettent d'anticiper les situations. On ne peut pas vous le dire mieux. Et donc, pour anticiper, ben, il faut poser un petit peu les choses, rencontrer vos clients chefs d'entreprise, faire un point vous-même avec eux, de façon à intervenir pour voir quels sont les dispositifs les plus mieux à même de satisfaire et de protéger, on va dire, leur situation. Alors, tous ces dispositifs sont pas, ne protègent pas intégralement, ne sont pas parfaits, puisque le mandat effet posthume, par exemple, bah, peut pas être mis en place systématiquement, parce qu'il faut, comme c'est marqué en bas, il faut qu'il y ait une vraie justification sur l'incapacité des héritiers, mineurs par exemple, ou différents cas de figure, de problématiques, de fragilité ou même de déficience d'un enfant.
et que par exemple, l'un des points de fragilité du mandat à effet posthume, c'est qu'on ne peut pas empêcher les héritiers de vendre, par exemple. Hein. Donc s'ils décident de vendre la personne morale, on ne pourra pas dire non. Et pour finir, sur le mandat à effet posthume et le mandat à protection future, certains notaires, mais je le dis, je travaille avec eux tous les jours, sont parfois un peu réticents parce que c'est un acte qui est vraiment très peu facturé et qui est finalement assez chronophage pour eux. Donc il s'agit en amont d'avoir dans son aréopage, on va dire, de conseils que l'on connaît, savoir vers quel notaire flécher nos clients pour la mise en place de ce type de mandat. Ça, c'est l'aspect pratique que j'évoque. C'est ça, tout à fait. Et dans les notaires partenaires, c'est vrai qu'on est assez friand des notaires qui sont un petit peu spécialisés aussi en droit des affaires, qui ont une vision de l'entreprise qui est un petit peu plus poussée et qui sont aussi plus sensibles des fois à ces sujets-là. Au niveau des statuts, eh bien, encore une fois, c'est le sujet hein, du jour. Hein, ça commence souvent par là. Les statuts, c'est primordial. Dans un monde rêvé, on aimerait que tous les statuts soient adaptés à l'instant T à chaque chef d'entreprise. Dans la réalité, vous le savez, on est un peu rattrapé par le temps. Souvent, les statuts, des fois, on les met en place d'une façon, on va dire, standard, en se disant qu'on reviendra peut-être dessus plus tard. Et puis, après, avec le fil du temps, c'est rarement fait. Donc, c'est aussi un point intéressant de passage par rapport à notre intervention. Quand Thomas ou ses équipes et moi-même et mes équipes, on peut intervenir auprès de vos clients, eh bien, c'est quelque chose qu'on va analyser tout de suite et qui permettra après aussi, dans nos recommandations, d'adapter, encore une fois, c'est le maître mot, les statuts aux différentes situations, aléas, personnels, professionnels, incapacité, décès. J'avance un peu, hein, Thomas, il reste 8 minutes, je voudrais Oui, vraiment comme c'est un petit pardon. peu redondant, hein, vous avez compris, de toute façon, on a parlé des statuts. Thomas a parlé tout à l'heure aussi de la partie pacte d'associés. Donc, c'est très important. Je vais essayer de rebondir aussi sur le complément d'un pacte d'associés d'un point de vue assurantiel, puisque vous savez aussi qu'il y a des possibilités de mettre en place des garanties croisées, donc, souvent associées au pacte. Thomas, je continue, Oui, hein, on avance. Les statuts, on en a beaucoup parlé tout à l'heure déjà avec Thomas, donc je continue. Le pacte d'associés, on en a beaucoup parlé. Ce qui est important sur le pacte d'associés, c'est que cette fois-ci, dans la notion incapacité d'essai, pensez à tout ce qui est lié au protocole. Voilà, c'est des choses qui se font assez rarement et pourtant c'est bien dommage parce que des situations d'incapacité, hein, je parle d'incapacité aujourd'hui, sont malheureusement aussi fréquentes. Il y a souvent voilà, un accident qui est vite arrivé et puis des gens qui peuvent tout ou partie perdent complètement la possibilité de gérer leur entreprise, soit dans l'activité qu'ils exercent eux-mêmes, suivant la taille des entreprises, mais des fois, ils peuvent aussi gérer, on va dire, la partie accompagnement, management, s'appuyer sur des équipes. Vous voyez, donc chaque cas est encore une fois particulier. Donc la partie incapacité, et puis bien entendu, toute la partie valorisation, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, où on peut vraiment, pour protéger notamment tous les actionnaires qui sont derrière, valoriser et anticiper, hein, Thomas, les méthodes de valorisation, d'accord, oui. de l'entreprise. Et ça, c'est quand même pas non plus souvent vu, alors que tout peut être rédigé à l'avance. Le pacte du trail, là aussi, vous savez, on en parle beaucoup. En ce moment, les médias ont repris un peu le sujet. Il y a des études. On parle de succession. On sait que c'est un levier qui est énorme hein, aujourd'hui, dans l'anticipation notamment de la transmission de l'outil professionnel vers ses enfants, puisqu'il y a un abattement de 75% sur la base taxable, ce qui est quand même vraiment très élevé. Le pacte du trail, je pense que vous connaissez toutes et tous, vous en avez forcément entendu parler, mis en application ou vu des dossiers où on en a mis en application. C'est un texte qui est sujet à changement très fréquemment, puisqu'on arrive au 15e changement de la création du pass du trail. Donc, vous voyez, il évolue et qu'à chaque changement, on a la chance quand même de, quand on met en place, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, hein, je ne suis pas devin, mais quand on met en place un pacte du trail, a priori, ceux qui le mettent en place avec la règle du moment, eh bien, ils ne seront pas embêtés par la suite si jamais le texte est retoqué pour les prochains, on va dire, les suivants. Ce qui est important, c'est toutes les notions, souvent aujourd'hui, qui sont assez vérifiées de direction. Donc, on associe toujours le pacte du trail avec des fonctions de direction. Vous savez qu'il y a une base 2 ans, puis 4 ans. Sur l'engagement individuel de 2 ans, il peut être réputé acquis. Encore une fois, il faut aussi répondre à différentes
différentes règles, voilà, donc détention de plus de 2 ans, etc. Enfin, on n'est pas là pour vous ressortir toutes les règles, mais juste pour comprendre que il faut l'étudier, notamment quand un dirigeant se décide un peu au dernier moment et dit tiens, je vais tout de suite commencer à donner mes parts à mes enfants qui vont prendre de la direction. On peut aussi cumuler ces fonctions de direction avec celles des enfants à qui on donne les parts. En fait, tous ces aménagements-là, c'est aussi du cas par cas par rapport à la situation, mais le pacte Dutreil est un outil qui est lié à la transmission, qui est très 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 fort. Et donc, c'est difficile aujourd'hui, quand on parle de pré-transmission d'entreprise, transmission d'entreprise, de ne pas évoquer le pacte Dutreil. Donc voilà un levier à intégrer systématiquement dans les réflexions. Thomas, un petit mot peut-être à rajouter avant qu'on passe Oui, bah, à la suivante. juste pour dire, parce que, alors, juste pour être très clair sur le pacte Dutreil, c'est un sujet dont on comprend intellectuellement rapidement les contours de l'éligibilité. C'est en fait un sujet aux ramifications innombrables. Et chaque fois qu'on fait une formation sur le Dutreil, on se rend compte que il y a des points et des points qu'on n'avait pas forcément identifiés. Moi, j'ai souvenir récemment, malheureusement, d'une succession d'un très gros dossier où on a mis en place 5 Dutreil complémentaires pour qu'on ait la pleine efficience par rapport notamment au droit de succession, à la continuité entre un enfant repreneur et non repreneur. Donc en termes de sophistication et de complexité, autant vous dire qu'il faut qu'il y ait du monde autour de la table pour prendre la pleine mesure. Il peut y avoir un Dutreil qui peut être beaucoup plus simple en termes de mise en place, un Dutreil prévention notamment, mais ça peut aller très loin dans la sophistication et avec même cette mixité et cette combinaison simultanée de plusieurs packs Dutreil ensemble. Ok, tout à fait. Un petit mot aussi sur les holdings animatrices, hein, donc toujours la vigilance par rapport à la qualité animatrice de la holding, parce qu'on rebondit beaucoup sur les jurisprudences aujourd'hui, et on sait qu'il faut qu'elle soit animatrice pour pouvoir valider sur une holding animatrice un pacte Dutreil. Voilà encore un petit point de vigilance, vous voyez, donc faut faire un focus très attentionné sur ces sujets-là, quoi. On passe à la partie, on va terminer, il nous reste 3-4 minutes pour la partie assurantielle. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet aussi du quotidien de votre client, puisqu'on va parler donc contrat de prévoyance, assurance somme clé, assurance croisée et retraite, à travers notamment le dispositif PER, qui a quelques années maintenant, et vous connaissez bien aussi. Pour la partie prévoyance, vous savez que vos clients en général, en tout cas la majorité, sont couverts à travers un contrat donc optionnel, assurantiel, donc pour l'arrêt de travail. Donc là, je passe assez rapidement, hein, un arrêt de travail, c'est les indemnités journalières quand, du point de vue temporaire, on est arrêté. Si un arrêt de travail se prolonge un long moment où c'est parti plutôt vers l'invalidité, à ce moment-là, on passe en rente. Donc, on parle de rente d'invalidité, voilà. Et évidemment, dans le contrat, il y a aussi un volet décès qui peut être aussi souscrit complètement séparément, qui là donne tout simplement un système de capital versé aux ayants droit. On va en parler plus en détail. On va prendre le tableau suivant où là. Ouais, Oui. juste même si on fait 3 minutes de plus, c'est quand même pas très grave, parce que je pense que le volet social est quand même vraiment important. Et sur ce visuel-là, vous le savez comme moi, Dieu sait si beaucoup de nos clients, notamment TNS 62, puisqu'il y a beaucoup de clients qui ont des personnes qui sont sous forme de personnes morales, SARL, notamment pour la rémunération, leur Madelin prévoyance est fréquemment insatisfaisante, inadaptée. C'est pas le contrat en lui-même qui est forcément mauvais, mais c'est sa cohérence par rapport à la situation du client qui avait peut-être pris une Madelin prévoyance avec un revenu de référence à 50 000 euros, il en gagne 150 000 et le Madelin prévoyance n'a pas été adapté. Donc tous les calculs par rapport aux IJ, invalidité et décès, sont plus du tout adaptés à la situation du client. Donc vraiment, et les clauses d'exclusion ou autres, vous le savez comme moi, vraiment, autant sur le patrimonial, déjà il y a des angles morts, mais alors sur le social, il y en a encore plus. Et la première chose que nous on regarde lorsqu'on s'occupe d'un dossier, on ne laisse jamais à côté le volet Madelin prévoyance, parce qu'on a un pôle d'ingénierie sociale, en local on maîtrise et on connaît bien le sujet quand même, et là Dieu sait si fréquemment il y a des réglages à faire. Très bien. Pour rentrer plus en détail et faire un petit focus sur tout ce qui est lié à l'assurantiel, vous voyez à gauche, donc vous avez l'échelle de risque entre l'arrêt de travail, évidemment, qui est bien plus fréquent que l'invalidité, qui elle-même est aussi plus fréquente que le décès, fort heureusement. Donc la prévoyance individuelle que Thomas vient d'évoquer, donc systématiquement étudiée et analysée dans une analyse
même patrimonial, puisque forcément, il y a tous les leviers qui sont à l'intérieur. Sur le volet prévoyance, vous avez l'assurance décès, on avance de 2 cases à droite, parce qu'il est lié, d'accord? Donc ça, c'est le point peut-être le plus patrimonial d'un contrat de prévoyance, puisque à partir du moment où vous nous permettez de faire une analyse patrimoniale d'un de vos clients, systématiquement dans l'analyse, il y a un volet successoral qui va sortir, en incluant votre estimation de l'entreprise du client, de la valeur, par exemple, de sa patientèle pour un libéral, en incluant une estimation de tout le patrimoine, de façon à chiffrer précisément qu'est-ce qui se passe en cas de décès. Et vous savez que dans le système français, en tout cas au niveau du droit civil, quand on est marié, il est fréquent donc que sur un premier décès, il y ait des droits assez significatifs, suivant la taille du patrimoine, qui est demandé donc aux enfants, alors qu'ils n'appréhendent aucune somme d'argent directement, puisque vous savez que par défaut, l'usufruit et donc l'intégralité ou le quasi-usufruit, on en parlait tout à l'heure, est géré et piloté par le conjoint survivant, et donc les enfants se retrouvent un peu démunis pour payer ces droits-là. Systématiquement, quand on analyse le volet prévoyance, du coup j'insiste un peu aussi, hein, Thomas est très vigilant, et moi certainement encore plus, parce que j'ai dans mon histoire passée aussi eu un passif assurantiel, on analyse le montant du capital d'essai qu'on va évidemment adapter par rapport à la situation. Donc régulièrement, si ces contrats-là ne sont pas revus, on vient d'en parler en matière d'indemnité journalière, mais aussi en matière de capitaux d'essai, il faut absolument bien définir. Et les clauses bénéficiaires, hein, je vous donne des statistiques, 90% des contrats de prévoyance en France, la clause, c'est mon conjoint à défaut mes enfants. Alors que si vous m'avez bien suivi, la clause, il doit y avoir aussi une partie, évidemment, des sommes qui doivent être versées aux enfants au décès, notamment des chefs d'entreprise, pour justement couvrir les droits de mutation. Voilà pour la partie C'est très vrai décès ce que dit prévoyance. Gurvan, parce que les clauses bénéficiaires en matière d'assurance vie, souvent, elles sont très faiblardes et insuffisamment exploitées, puisque ça fait partie d'un travail réel de muscler et d'adapter les clauses bénéficiaires de l'assurance vie. Mais alors, en effet, pour les clauses bénéficiaires du volet décès d'une Madelin Prévoyance, alors là, c'est encore pire, ça n'est quasiment jamais méticuleusement adapté, soigné et musclé. Rappelons Tout à d'ailleurs que fait. pour les capitaux d'essai en matière de prévoyance, c'est une exonération totale des capitaux perçus. En matière d'assurance vie, c'est une exonération quasi totale, modulo les prélèvements sociaux sur la quote-part l'unité de compte. Voilà. Et pour information, c'est toujours à notre avis plus intéressant de travailler avec un courtier qui a accès à différentes filiales assureurs, puisque chaque assureur peut aussi avoir des spécialités, des contrats adaptés à tel ou tel type de profession. Donc ça, c'est important de le savoir. Ah D'accord? bah, c'est très important, Gurvan, ce que tu dis, hein, parce que ça fait le lien avec notre groupe, mais vous le savez, on travaille depuis tellement longtemps ensemble, mais c'est qu'on n'a pas de produit maison, on a un champ des possibles extrêmement large et encore plus large aujourd'hui. Et lorsqu'on a par exemple des clients, je dis n'importe quoi, mais des associés d'un cabinet d'expertise comptable qui n'ont pas le même âge, qui ont pas la même situation de santé, et bien parfois on va choisir l'assurance de telle compagnie pour tel associé et un autre contrat d'assurance d'un autre assureur pour un autre associé parce que l'une sera plus efficiente, plus performante, moins onéreuse, avec des clauses d'exclusion différentes d'une compagnie à une autre. Donc on a cette chance de pouvoir aller chercher des solutions adaptées à chacun des associés, par Voilà. exemple. Et un petit conseil supplémentaire aussi, tant qu'on est en bonne santé, du moins, parce que c'est plus facile pour souscrire un contrat, c'est toujours bien régulièrement de refaire un ou deux devis, puisque les cotisations partent en flèche, et donc c'est toujours un poste, on va dire, comme qui reste un poste où on cotise à fond perdu, justement, qui est aménageable, et voilà. Ça marche pour les voitures aussi, hein. Bon, je continue. Il nous reste quelques minutes, là, on a un petit peu mangé Ouais, le mais temps. je trouve que Ruggervan, c'est vraiment important ce visuel que tu as fait parce que tu parlais tant qu'on est en bonne santé, on a parfois des stratégies, on réfléchit de passer de SAS à SRL. Bah, si de toute façon la personne n'est pas assurable, le sujet, on le fera pas, hein. C'est qu'il faut C'est s'assurer de ça. l'assurabilité du dirigeant, c'est parce qu'il va passer TN62, il va avoir un questionnaire de santé, donc on peut arrêter le sujet tout de suite s'il y a un problème de santé, même si la forme juridique SAS et SRL faisait sens dans le dossier. Là, on plante le client si on met de côté ce sujet-là. Et puis bon, les assurances hommes clés, assurances croisées, bah ouais, enfin, assurance croisée, c'est hyper important. Vous avez l'associé qui est décédé, il faut bien racheter la quote-part des titres des ayants droit. Ben, on le fait avec quoi en fait?
Et puis les assurances croisées en termes de cotisation, c'est dérisoire par rapport à une entreprise qui marche bien ou un cabinet. On parle pas de sommes importantes, hein. Pas plus que l'imprévoyance d'ailleurs, hein. On peut considérablement améliorer la protection familiale avec des coûts pour la personne morale qui restent vraiment faibles, voire très faibles. Si on Tout à parle fait, ouais. d'assurance santé, assurance croisée ou de l'imprévoyance. Tout à fait. Sur les assurances croisées, un petit mot quand même, on croise de plus en Ouais. plus de dossiers avec des packs d'associés, donc là c'est vraiment super, qui sont malheureusement pas combinés avec des assurances croisées, ce qui est dommage, puisque là, pour le coup c'est vraiment les deux sont liés. Ayez aussi ces réflexes-là peut-être, parce que ça n'a pas été la partie juridique a été couverte sur vos clients et il manque cette partie assurantielle. Je vous donne un chiffre comme ça vous donne un ordre d'idée, mais 1 million d'euros couverts sur une assurance croisée quand j'ai 50 ans, ça me coûte 3 000 euros à mon entreprise. Voilà, je vous donne un petit 3 000. Ça vous donne un ordre d'idée. 1 million, c'est déjà une grosse somme. Concernant l'homme clé, c'est un petit peu différent, parce que là, on privilégie souvent l'assurance par rapport au fait que les associés derrière ne reprennent pas, donc s'il y en a. C'est aussi des situations ou des entreprises particulières. Je vous donne un exemple qui me passe par la tête, mais si je suis directeur de zoo aujourd'hui, si demain je suis plus là, s'il n'y a pas de directeur, le zoo il est fermé. Il ne peut pas tourner sans directeur. C'est des points de vue juridiques qui sont assez particuliers. Il existe tout un tas d'activités en France où l'homme clé peut être pertinent. Je rappelle toutefois que l'assurance homme clé ne supplée pas à une prévoyance. La prévoyance, c'est des capitaux qui sont versés à titre perso. L'homme clé, c'est bien un capital qui est versé à l'entreprise et assujetti à l'IS. Donc, il faut aussi la mettre s'il y a une bonne raison de la mettre, dont étudier un petit peu les choses. On a un dernier volet donc, qui est lié à la partie retraite. Donc là, on peut peut-être avancer sur la synthèse. Oui. Donc là, merci Thomas sur cette partie-là. Donc des points importants. Déjà rappeler quand même que le régime obligatoire fonctionne pas forcément de la même façon qu'on soit marié ou pacsé ou en concubinage, puisque la réversion en France, la réversion, donc c'est un des deux conjoints décède et l'autre touche une partie de sa retraite, autour de 50 à 60% suivant les régimes. Cette réversion-là, elle n'est versée que entre conjoints. D'accord ? Elle est aujourd'hui inexistante si je suis pacsé ou en concubinage. Donc ça, c'est des points importants, d'autant plus quand il y a des décalages entre les carrières et un conjoint veut en protéger évidemment peut-être un autre. Donc tout ça, ça s'étudie un petit peu par rapport à ça. Et puis je rappelle aussi qu'en cas de divorce, d'accord, si j'ai fait toute ma vie avec ma première femme, par exemple, en ce qui me concerne, et que je divorce un petit peu à la fin, même si je me remarie, ma réversion sera reversée au prorata des mariages, même si ça me plaît pas forcément, parce que souvent quand j'ai divorcé, c'est que on passe à autre chose, eh bien c'est ma première épouse, par exemple dans mon exemple, qui touchera la réversion. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance qu'on met en place, et donc on essaie d'anticiper et de projeter un petit peu les choses. Au niveau des dispositifs assurantiels, d'accord, le plus connu aujourd'hui, qu'on met en place quasiment systématiquement, c'est le PER, donc plan d'épargne retraite, donc qui est donc créé depuis la loi Pacte, qui remplaçait au fil de l'eau donc l'ancien PERP et l'ancien Madelin, et donc vous connaissez un petit peu le fonctionnement, d'accord. Là encore, une fois, deux visions des choses. Un dispositif qui est mis en place pour faire un complément réel de retraite et perçu par rapport aux dirigeants. Je vous rappelle qu'on déduit sur cette EMI les cotisations du PER, mais qu'elles sont reprises aussi sur cette EMI de retraité le jour où on récupère le capital en une fois ou morcelé. D'accord ? Donc ça aussi, ça s'étudie. Le PER n'est pas forcément adapté à toutes les situations d'un point de vue fiscal. Nous, ce qu'on aime bien, parce qu'on a un petit travers, évidemment, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on a regardé aussi, à travers un prisme patrimonial, le PER, et on s'est dit, tiens, il y a aussi un levier intéressant en matière de transmission. Je vous donne un autre exemple. Cette fois-ci, je suis dirigeant, j'ai mon PER que j'alimente, je suis sur une belle tranche fiscale, donc ça m'intéresse, sauf que ce PER-là, je ne vais jamais le transformer pour moi. Voilà, j'organise mon patrimoine avec mon conseiller différemment, de façon que ce PER-là, finalement, soit transmis. Et en cas de transmission, là, l'intérêt, c'est que du coup, si je le transmets à ma femme le jour où je ne suis plus là, elle ne paiera pas de droit ni de fiscalité dessus. Donc ça, c'est quand même un levier intéressant. Et si j'intègre mon PER dans une transmission vers mes enfants, c'est la fiscalité de l'assurance vie, quasiment la même, qui va s'appliquer. Donc il y a aussi un levier patrimonial. En aucun cas, la fiscalité sera reprise. Donc ça peut être aussi un levier d'un point de vue de transmission.
Voilà un petit peu le panel. Thomas, peut-être un petit mot à ajouter si tu veux sur les garanties. Bah, sur le père, vous savez, on sait tous que son ancêtre, c'était la main de la retraite qui souffrait d'une tare, puisque c'était un système purement assurantiel qui ne se transformait que sous forme de rente, c'est-à-dire que pendant 20-25 ans, l'assureur ne faisait que vous rembourser ce que vous aviez versé, et que c'est en fonction de votre espérance de vie que le mécanisme d'assurance commençait à fonctionner. Donc ça avait énormément de défauts, la rente, la perte d'une partie des capitaux s'il y avait un prêt d'essai. Le PER, c'est devenu un système financier, c'est un contrat financier, donc un contrat assurantiel, infiniment plus souple, puisqu'à la retraite, on garde le contrat, on peut faire des retraits, comme sur une assurance vie. C'est très complémentaire, ça ne s'oppose pas, hein. Quelque part, ça pousse aux gens qui sont très dispendieux d'être obligés de laisser l'argent, puisque l'argent est bloqué, sauf un certain nombre de cas de figure. Et en matière de capitaux d'essai, c'est un peu différent, sauf pour le conjoint survivant. Le mécanisme fiscal est différent lorsqu'il s'agit de personnes comme les enfants. Donc il y a une parfaite complémentarité. La déduction fiscale que vous avez au départ, hein, elle sera reprise à la sortie, sauf si vous aviez un TMI à 41 et qu'à la retraite vous avez 11 ou 30. Mais si vous avez 30 pendant la phase d'activité et puis 30 au moment de la retraite, l'argent que vous récupérez du père, les intérêts c'est la flat tax, mais le capital c'est le TMI, hein. Donc il n'y a pas de solution miracle, hein, en réalité, hein. Mais en tout cas, c'est infiniment mieux dans son fonctionnement que la main de la retraite. Là, c'est pour ça qu'on la préconise davantage, alors que la main de la retraite, très franchement, on l'a préconisé quasiment jamais. Tout à fait. Un petit mot pour conclure sur le PER. Donc, point de vigilance, d'accord? Chaque PER, eh bien, est complètement, des fois, différent d'un assureur à l'autre. Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir une ouverture, une vision un petit peu plus globale aussi sur différents types de PER. Certains sont adaptés à des situations et à d'autres. Certains ont des options que les autres n'ont pas. Et notamment en matière de garantie, de bonne fin. Par exemple, si je décède, l'assureur peut décider, si j'ai pris l'option après, donc de verser virtuellement, on va dire, cet argent-là pour transformer le tout en capital, comme s'il arrivait en bonne fin. Je peux être aussi exonéré des cotisations payées par l'assurance en cas d'incapacité, etc., etc. Donc, lisez bien vos conditions particulières si vous en avez. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on inclut systématiquement dans nos analyses quand on audite d'un point de vue retraite vos clients. Donc ça, c'est vraiment un point important. Bon, rassurez-vous, il ne reste plus qu'un visuel. Juste, je Vas-y, rebondirai vas-y. quand même une seconde sur l'aspect protection du conjoint survivant par rapport à la reversion. Il y a eu un premier mariage. Sur le régime complémentaire, qui est quand même le gros de la retraite, si notre client est remarié et que son ancien conjoint est lui-même remarié, la notion de prorata ne marche pas pour les régimes complémentaires, hein. C'est-à-dire que l'ex-conjoint ne pourra pas venir en concurrence de mon mari ou de ma femme sur la pension de reversion. Par contre, Si si l'ex-conjoint est remarié, hein, l'ex-conjoint n'est pas remarié, ça sera au prorata des années de mariage. Donc ça, si on le voit, ce cas de figure-là, on sait très bien combien percevra en réalité le conjoint actuel. Et donc, ça sera la stratégie de dire comment j'assure et comment je complète le budget potentiel du conjoint survivant. Tout à fait. Et donc à rappeler, le PER, lui, peut être orienté et mis vers telle ou telle personne, d'accord, sans ces notions-là de réversion, hein, il est complètement indépendant. Pour conclure, Oui, ça y est. sur les questions, il y a deux questions, hein, donc une question affirmation avec Madame R, on va dire, je vais rester dans l'anonymat, qui nous signale que le pacte du train ne fonctionne pas sur les sociétés civiles. On n'est pas rentré tout à fait dans les détails, hein, d'accord, mais de toute façon, encore une Non, fois, chaque cas est on particulier, est mais d'accord, effectivement, hein, ça rentre pas, bien sûr, bien il ne sûr. rentre pas dans les sociétés civiles, mais merci de nous le rappeler pour l'ensemble de nos auditeurs. Ce Et que nous nous avons n'avons Monsieur pas dit, C. me semble-t-il. Nous avons À Monsieur C. moins Ben, on ne peut pas tout à dire, moins hein, qu'il y ait une à moins qu'il y ait une coquille et que c'était c'est écrit ça. sur le visuel, ce qui est possible. Monsieur C. qui demande si le pacte du trade peut bénéficier à une holding passive si les parents ont un mandat social au sein des sociétés opérationnelles. Est-ce qu'on est d'accord avec ceci? Si les parents ont un mandat social au sein des sociétés opérationnelles. Oui. Alors, Tu peux répéter, s'il te plaît? est-ce que le pacte du trade peut bénéficier à une holding passive? Donc là, il y a deux débats, hein. Oui, bien Mais là, sûr. c'est si les C'est- parents ont un c'est- mandat social au sein des sociétés opérationnelles.
Oui, Alors, c'est ce qu'on appelle le du trade par interposition, le du trade par ricochet. Donc là, il y a tout un sujet. Lorsqu'en effet, la holding n'est pas animatrice, on peut tout à fait faire un du trade sur la société d'exploitation, mais qui portera uniquement sur les TP de la société d'exploitation. L'avantage du trade sur la holding animatrice, c'est potentiellement si cette holding animatrice a aussi des actifs non professionnels, l'abattement de 75% porte sur la totalité des actifs détenus par la holding animatrice. Donc ça peut être c'est ça. tentant en réalité. Mais bien souvent, le caractère animateur est insuffisamment verrouillé. La convention d'animation, la convention de prestation de service, puisque c'est deux conventions distinctes, prouver l'effectivité, la matérialité de l'animation avec des PV, etc. En réalité, enfin, dès lors qu'on sait si on est absolument convaincu que vraiment notre client remplit toutes les conditions et qu'il est, on va dire, il ne peut pas être remis en cause sur le caractère animateur, on ira. S'il y a un doute, si on se dit OK, c'est pas complètement bordé, on fera peut-être un du trait uniquement par interposition ou par ricochet. C'est ça. Et à noter Alors, je ne sais un pas si point on a important répondu à aussi. la question, mais je pense que Oui, c'était ça je pense l'esprit de que la tu as question. répondu à la question. Enfin, pour faire simple, on peut faire un pack du trade sur nos holdings passifs par interposition, ne serait-ce que sur une société d'exploitation, sans rentrer dans un, un vaste sujet sur la holding animatrice. Attention toutefois, d'accord, la notion de trésorerie excédentaire, elle est scrutée et donc elle ne rentre pas dans la valorisation de la société d'exploitation au titre du pack du trade. C'est un sujet récent que j'ai eu à traiter justement Récent, avec, exact. avec nos avocates. Ok, merci pour les questions. Je te laisse terminer sur un exemple de fiche d'identification pour pouvoir éventuellement avancer sur l'émission. Vous le visualisez? Tu le visualises, le document? Oui, tout à fait. Ok, ok. Bah écoute, vous voyez ce document en réalité, on le met en place, on le rédige pour identifier ensemble, avoir pour vous comme pour nous, vous donner des clés de détection, des clés de tri qui conduiront à dire, ok, je coche pour ce client-là, j'ai 3, 4, 5 points qui sont cochés. Là, il faut se pencher sur le sujet. Là, il y a des points d'attention. Et quelque part, c'est un peu pour vous aider en réalité à sensibiliser votre client, à le piquer un peu, même en disant, écoute, tu as ce sujet-là, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu fasses un pas de côté. On fait la même chose lorsqu'on a une réflexion sur la gestion de trésorerie, on fait la même chose lorsqu'il s'agit de mettre en place, par exemple, un family buyout, lorsqu'il s'agit de vendre à soi-même une grosse société civile. On fait la même chose sur une réflexion sur la main prévoyance, sur la retraite, sur différents sujets. On vous aide en réalité à donner de la matière et à la commenter ensemble pour que vous puissiez être plus incisif auprès de vos clients. Parce qu'au bout du compte, tout ce qu'on dit aujourd'hui et ce qu'on dit dans toutes nos formations auxquelles vous assistez sûrement, puisqu'on fait des formations techniques 3 fois par an, tout ce qu'on dit n'a d'intérêt que si vos clients en profitent. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est dans quelle mesure je ne laisse pas mes clients en race campagne, dans quelle mesure mon devoir de conseil doit être le plus proactif possible et dans l'anticipation, et pas seulement en réaction. Et pour être en proactivité et en anticipation, il faut que je le sensibilise, parce que nos clients, comme vous, on est tous la tête dans le guidon, il a des urgences sur tous les sujets, et que finalement, celui qui est le moins bien équipé, et finalement, la chose dont il s'occupe le moins, c'est de lui-même en réalité. Donc c'est à nous, vous comme nous, de le sensibiliser et de le pousser à dire, OK, tu as raison, je fais un pas de côté et je me penche sur le sujet. Et pour l'encourager à se pencher sur le sujet, on a créé des fiches d'identification par thématique qui permettent de, voilà, vous l'avez compris, d'isoler des dossiers et d'aller aider le client pour anticiper. Tout à fait. Merci Thomas pour cette présentation. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. C'est des sujets évidemment qui nous passionnent. Hein. Vous l'avez vu, on est assez habité par, par toutes ces techniques et ces sujets qui sont liés à notre métier. Et puis, sachez que vous pouvez nous contacter soit directement à travers LinkedIn, hein, Thomas Grison, Gurvan Guillou, vous nous retrouvez aussi. Et il y a certainement nos liens à travers les invitations. Vous pouvez aussi demander nos coordonnées auprès des services communication du conseil. Et puis, bien entendu, on est ravis de vous accueillir vendredi prochain, puisque vous serez très nombreux inscrits, encore un record de battu pour une assemblée générale, puisque vous êtes, je crois, près de 1200 inscrits. On a eu les chiffres ce matin. Et donc, on sera ravis de vous accueillir à notre stand, Thomas et moi-même,
à Narbonne vendredi. Thomas, un petit mot pour conclure? Non, bah, ravi d'avoir animé cette formation. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt, que oui, on a débordé un petit peu sur le temps, mais franchement, c'était une vraie gageure et un vrai défi de parler de tous ces sujets sur un temps aussi réduit. Donc probablement pour certains un peu de frustration. Mais le sujet, c'est de continuer dans la continuité, de continuer les discussions, les échanges en aval à cette présentation de sensibilisation. Et que oui, on vous espère nombreux à passer dans notre stand parce que par expérience, on sait que on voit plein de jeunes parce que les experts comptables stagiaires ou mémorialistes, ils sont obligés de venir à l'AG. Mais on est ravis également de rencontrer les associés et les plus seniors du cabinet. Et pas seulement à la soirée. Voilà. Pas seulement la soirée. Excellente fin de journée en tout cas. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et puis, bien entendu, grand plaisir de vous retrouver un maximum d'entre vous vendredi prochain à Narbonne. Au revoir. À bientôt. Au revoir.